Je m'appelle Dévora, je suis vidéaste, topographe et créatrice de contenu. Donc, je vais laisser chacun se présenter avant de commencer. Bonjour, moi c'est Abdou Touré, on m'appelle Tonton Vert, je suis acteur climat environnement. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Steven Moussa, plus connu sous le nom de Bek Souman, live douteur débrouillard, consultant agricole, conseiller technique, engagé dans l'environnement général, la conscientisation aussi de la jeunesse, c'est assez large. Ok, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, on y va. Ok. Donc, la première question, c'est, avez-vous déjà entendu parler du projet EACOP? Tonton Vert, on laisse le doyen commencer. Oui, moi j'ai déjà entendu, je suis de loin euh, cette chose Jacob, je le suis, je le vois, mais je ne me suis pas trop intéressé à cela quand même, parce que c'est un peu éloigné du Sénégal, mais je le vois. Moi je rejoins Tonton Vert, pareillement, je me suis renseigné récemment, on m'a transmis des informations, histoire de me renseigner justement par rapport au sujet. Sujet très large, intercontinental. Donc, en tout cas, on est là pour essayer de faire évoluer les choses. Ok. Et de façon, enfin, on va dire de façon brève, est-ce que vous pouvez par rapport à vos recherches que vous avez faites, est-ce que vous pouvez le définir brièvement, peut-être, ce que vous avez appris par rapport à ça? Bon, concrètement, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus parce que j'ai pas beaucoup de temps libre. J'ai regardé quelques images, j'ai entendu parler des Total et autres gros pétroliers. Voilà, donc c'est un très gros business. Apparemment, ils parlent d'investissement peut-être pour reconstruction, replantation, justement pour, comment dire, assumer un peu les actes néfastes qu'ils ont envers la nature. Donc, en gros, bah, bon, c'est un peu ça que j'ai cru comprendre. Bon, moi personnellement, ce que j'ai vu, c'est que c'est un pipeline, un tunnel qui va de l'Ouganda à la Tanzanie. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en place pour transporter du gaz et aussi, je pense, pétrole aussi liquéfié qui doit aller de l'Ouganda jusqu'à Tanzanie sur le port pour pouvoir être pris par des butaniers ou bien des méthaniers pour l'exportation du pétrole. Et d'après ce que j'ai vu sur les rumeurs aussi, ça cause énormément de dégâts. Il y a énormément d'acteurs, d'activistes qui sont dessus, qui sont dans cette zone anglophone, qui protestent contre l'installation de ce pipeline. Exactement, merci Lico. Et est-ce que vous pouvez me dire, selon vous en tout cas, pourquoi continue-t-on à investir massivement dans ces énergies fossiles-là et ce gaz naturel qui est liquéfié? Est-ce que c'est ce qui est souvent normalement présenté comme, comme une solution propre? Et est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est c'est un simple écran de fumée? Selon moi, bon, l'exploitation de ces gaz n'est pas une solution propre. Il faut vraiment dire les choses. Ce n'est pas une solution propre. Le monde est en train de chercher des alternatives pour pouvoir vraiment avoir de l'énergie propre, pour pouvoir euh, gérer tout ce qui est énergie, de ce qu'on a besoin pour cuisiner, gérer le chauffage dans les pays où il fait chaud, où il fait froid, comme en Europe ou bien aux États-Unis. Mais concrètement, ce n'est pas une énergie propre, c'est une énergie qui pollue, son exploitation, son transport pollue beaucoup. Et l'autre chose, c'est que pourquoi on continue de l'exploiter et de créer ce genre de choses? Ben bon, c'est parce que les gens n'ont pas trouvé, c'est pour cela ils le font. Mais je pense qu'il y a des alternatives. Il y a des choses qui peuvent se faire. Ça pollue beaucoup. Ça crée énormément de dégâts chez les paysans, chez les agriculteurs, ou bien sur les terres où ça s'exploite. Mais c'est quelque chose qui nécessite vraiment qu'on se pose des questions, qu'on travaille encore pour voir. Parce que c'est pas en général, quand on voit la chose, le produit n'impacte pas positivement les populations locales. Parce que c'est destiné à d'autres pays. On va le vendre ailleurs. Et j'en nécessite une mise au point et beaucoup de réflexion et voir comment ça peut impacter positivement sur ces terres où c'est exploité et sur les individus que ça touche. Ok, merci beaucoup. Et monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais, moi, je rejoins ce que vient de dire Tonton Vert. Après, le problème, en réalité, aujourd'hui, on est dans un monde de lobby. Tout est une question d'argent. Avec aussi la population mondiale qui augmente au fur et à mesure, et il y a des besoins d'énergie, parce que c'est l'énergie qui fait le développement. Donc c'est la course à l'énergie. Maintenant, en réalité, si on regarde tout de près, il n'y a pas d'énergie verte en vrai.
Parce que quand on regarde de près le coût d'une éolienne, les besoins en énergie, le solaire, les usines qu'il faut, l'énergie, les batteries lithium, les voitures, on parle des voitures électriques un peu partout dans le monde maintenant pour remplacer le carburant. Mais en réalité, tout ça, c'est de la pollution qu'on ne voit pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le bilan carbone pour chaque objet. Donc, aujourd'hui, la solution, en réalité, ça serait de faire les choses de manière brutale. C'est-à-dire, on arrête tout d'un coup, on éteint la lumière et on repart à l'époque de la préhistoire. En réalité, est-ce que l'humanité est prête pour ça? Donc, il faut essayer d'alléger peut-être les problèmes. Si aujourd'hui on pompe du pétrole, on pompe du gaz, on pompe les matières fossiles, on détruit la nature d'un côté, mais au moins de l'autre qu'on essaie de faire balancer la balance, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on a des pays comme le Sahel aujourd'hui. Nous, notre problème aussi, c'est le manque d'arbres, la déforestation et autres. On vient juste de voir du pétrole et du gaz au Sénégal, par exemple, qui est en pleine mer, d'ailleurs. Donc, au cas où il y a des problèmes, on ne les verra même pas, nous, sur Terre. Mais tous ces grands pollueurs, toutes ces grosses industries, normalement, il y a des budgets, il y a des fonds qui sont mis à disposition d'États, d'ONG et autres pour, justement, impacter à l'inverse auprès des populations, comme Tonton Vert l'a dit, c'est-à-dire la population ne voit pas le pétrole couler devant lui, ne voit pas l'argent du pétrole. C'est-à-dire c'est des élites en fait qui bénéficient de tout ça, et ensuite c'est le consommateur lambda qui consomme son carburant, qui consomme son électricité. Voilà. Donc c'est là où il faut essayer de jongler en fait pour balancer. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je pense que si c'est pas l'extinction totale de cette civilisation dans laquelle on est aujourd'hui, le problème sera jamais réglé. Ah, ok, merci beaucoup. Et en parlant de population, vous avez soulevé un cas très important. Et selon vous, quel est en fait l'impact en fait de cette exploitation pétrolière-là, en fait vis-à-vis de l'écosystème et surtout des populations locales? Oui, non, l'impact, il est multiple. Nous aujourd'hui, en tant que consommateurs, que simples citoyens du monde, quel impact on entend parler tous les jours dans les médias? Le CO2, le réchauffement climatique et autres. Encore une fois, nous, on est Sénégalais, on vit au Sénégal. Au Sénégal, il n'y a pas d'exploitation de pétrole, ni de... On parle par exemple aujourd'hui du zircon. On voit les conséquences qu'il y a dans la zone où ils exploitent le zircon, par exemple. On voit dans les zones où ils exploitent l'or, les dégâts qu'il y a sur la nature, le déboisement, etc., l'empoisonnement de l'eau, des sources, par exemple. Mais si on voit dans des pays, moi je vois ça de loin, je vois ça à la télé, sur Internet, au Gabon et autres, dans les pays exploiteurs de pétrole, au Nigeria et autres, les pipelines, le pétrole qui coule partout, la pollution visuelle que les populations vivent concrètement. Nous, on ne la vit pas ici. Mais c'est ça la pollution. Il y a la pollution atmosphérique, il y a la pollution visuelle, odeur, etc. Et il y a la pollution concrète sur le terrain, dans les forêts qui sont polluées, dans les points d'eau qui sont pollués, dans la mer qui est polluée. En fait, c'est plein de choses que le petit citoyen, en fait, ne fait pas attention à ça. Lui, il vit dans ça. Et nous, on est dans une matrice, nous. Nous, on consomme, on vit, on est là. Et il y a quelques petits acteurs, comme Tonton Vert, comme moi, comme beaucoup d'autres. On essaie d'impacter, on essaie de conscientiser les gens. On essaie de faire des petits actes de plantation d'arbres. Parce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement? À part en solidarité et planter des arbres. C'est tout ce qu'on peut faire. Nous, on ne peut pas faire autre chose. Donc, c'est très complexe. C'est un sujet très complexe. Mais si plusieurs fourmis, des milliers, des millions de petites fourmis comme nous, on arrive à essayer d'impacter concrètement, on peut essayer de rétablir les choses. Maintenant, c'est au niveau des dirigeants que ça se passe. Hein. Oui, moi j'ai un point sur ce truc. Comme l'a dit Moussa, vous le savez, au Sénégal, moi je m'attends concrètement à ce que l'exploitation du pétrole et du gaz puisse amener notre État à reforester, supposons, à refinancer comment ça s'appelle, la grande muraille verte, par exemple, ou bien l'éducation à 100% gratuite, ou bien la santé gratuite. Je vous donne l'exemple du Norvège. Norvège, ils exploitent du gaz, sont les plus grands exploitants de gaz et de pétrole au monde. Mais vous voyez comment Norvège, c'est beau. Oh, la population ne sent même pas qu'on exploite du pétrole ou bien du gaz dans leur pays. C'est un pays vert, c'est un pays où les gens vivent bien, le niveau de vie est correct, les gens bénéficient des retombées. Et c'est ce qui est mauvais en Afrique. En Afrique, les populations sont sur les ressources. Mais contrairement à ce qui se passe en Europe, en Afrique, les parents pauvres de cette exploitation sont les populations. C'est eux qui subissent la pollution, la cherté de la vie, la destruction de leur habitat et l'exode rural.
Au-delà de ça, après, il y a l'immigration qui les amène à prendre des pirogues, à aller dans d'autres pays. Chez les gens qui exploitent ce pétrole, ou ce gaz qui est beaucoup plus vendu là-bas plus cher. Donc, il y a inégalité sur ces choses. Je pense que, moi, c'est ce que j'avertis toujours. Au Sénégal, j'avertis sur 2 choses. J'avertis sur le fait qu'on doit vraiment veiller. On doit avoir des organes et des structures, et même des structures indépendantes, qui veillent à la pollution. Il faut toutes sortes de fuites qui existent sur notre terre. Il va falloir dénoncer cela, faire sortir cela. Et donc, on veille sur les choses et que les structures qui exploitent, les grands producteurs qui exploitent puissent savoir qu'ils sont très surveillés. L'autre chose, il faut que les retombées de cette exploitation puissent rendre ce pays agréable. Agréable, ça veut dire les enfants aillent à l'école gratuitement, qu'on puisse ne plus avoir d'abri provisoire, que les agriculteurs, ça on sait quelque chose. Au Sénégal, l'agriculteur souffre. Au Sénégal. Moi, je disais la dernière fois sur Twitter, j'ai vu une réunion d'agriculteurs sud-africains. On me dit ce sont des Blancs. Oui, j'ai dit ce sont des Blancs. Mais des gens qui viennent à leur réunion annuelle en avion, chacun avec son avion, son hélicoptère. Quel béykat ici, Moussa, tu vas en réunion avec ton charrette, ta charrette ou quelque chose comme ça. Dans la face, right. Donc, moi, je voudrais déjà que sur cette exploitation de ces ressources, que l'agriculteur sénégalais puisse avoir de l'énergie, avoir assez d'eau. On doit pouvoir cultiver toute l'année. Si c'est pour exploiter du pétrole, pour enrichir une petite minorité, ça ne vaut pas la peine. Et pour polluer parce que ici au Sénégal, on exploite offshore. Vous avez entendu récemment, les pêcheurs de Saint-Louis sont sortis pour dire qu'ils ont senti quelque chose en mer. Ils ne savaient pas quoi. Ils sont alertés, ça c'est bien. Mais il va falloir qu'on veille à cela. Il faut que vraiment la population... Que le Sénégal est en train de donner l'exemple sur l'aspect politique. Il faut aussi sur l'aspect pétrole qu'on puisse donner l'exemple. Pas acheter les armes, pas aller faire la guerre, mais vraiment que la population puisse s'épanouir. Ok, merci beaucoup. Et juste pour ajouter ce que vous avez dit par rapport à Sali, par rapport à l'impact en fait que le gaz, l'exploitation du gaz peut avoir dans le quotidien ou bien la vie économique en tout cas de la population. Comme vous avez pris l'exemple de Sali, on a vu en fait les pêcheurs se sont plaints le fait que les compagnies qui exportent le pétrole, qui exportent ce gaz-là se sont implantées dans les zones où il y a énormément de poissons. Et en fait, eux, pour y accéder, ils doivent payer parce qu'on connaît la règle en fait. Vous pouvez pas être beaucoup trop près des bases pétrolières à 2,5 km. C'est vraiment la distance maximum en fait. Et du coup, eux, pour arriver vraiment à pouvoir vivre de ça, pour aller vraiment à pouvoir exploiter en fait ces poissons-là, en fait, ils sont obligés de payer en fait quelque chose pour qu'on les laisse vraiment accéder à cette partie où il y a énormément de poissons, mais sauf que malheureusement, ils se plaignent en disant que des fois, ça peut être bon, mais des fois, ils peuvent arriver aussi, il n'y a pas grand-chose, mais tu as déjà payé quelque chose. Mais la question, ils payent ça à qui? C'est ça la question. Parce que moi, je veux rebondir sur ce que tonton Vert a dit, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des ressources naturelles et autres, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces bénéfices-là. Aujourd'hui, le Sénégal a la chance de commencer l'exploitation du gaz et du pétrole, même si c'est un petit pourcentage départ, normal, parce que le Sénégal, c'est pas lui qui a investi, etc. Mais c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là concrètement pour développer le pays? On parle de l'environnement, parce que c'est une concerne en premier lieu. Et n'oublions pas que c'est l'environnement qui fait, c'est le cadre de vie général. Demain, il n'y a plus d'arbres, ça va devenir très compliqué. Donc, on parle de corruption, là. On parle de corruption. Qui dit argent dit corruption. Là, on parle du pétrole et du gaz. Mais au Sénégal, comme je disais tout à l'heure, il y a du zircon, il y a de l'or, il y a beaucoup de choses qui sont exploitées. Et les gens, là, je vois ce qui se passait avec Guy Marius Sagnan, l'honorable, à la frontière du Mali. Ils ont fait un désastre écologique avec la rivière, le Falémé. Falémé, oui, effectivement. Un désastre écologique incroyable. Mais comment ces gens-là ont pu faire ça au vu et au su des autorités locales? Parce que forcément, on sait qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Mais pourtant, ils l'ont quand même fait. Jusqu'à qu'on alerte et ils continuent même à le faire. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Malheureusement, voilà, aujourd'hui on parle de Djibouti, c'est ça le Djibouti. C'est-à-dire qu'il y a des comportements à certains niveaux, c'est compliqué. Mais il faut arriver à serrer tout ça et à remettre de l'ordre et que l'argent arrive là où il doit arriver concrètement pour impacter sur les populations. C'est ça aujourd'hui l'enjeu principal.
Et c'est ça aussi le rôle des lanceurs d'alerte et des acteurs de terrain. C'est de mettre le doigt là où ça fait mal. Par contre, on a le risque d'être poursuivi. C'est très délicat. Donc ceux qui ont vraiment, euh, euh, ceux qui ont vraiment le courage de prendre ce risque de dénoncer concrètement qu'est-ce qui se passe, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne. Tonton Vert. Yeah. Effectivement, il a raison. Aujourd'hui, heureusement que le Sénégal est en train de faire quelque chose de très bien, de structurer et d'accompagner les lanceurs d'alerte, de dénoncer. Ça, c'est déjà bien. Mais il fut temps, si tu... Moi, par exemple, je suis allé pour filmer quelque part où on m'a annoncé qu'il y a des Dubaïeurs qui vont débarquer avec des scènes qui vont faire disparaître carrément une réserve de bois et d'animaliers. Une réserve où il y a des animaux et beaucoup d'arbres. Mais on m'a interdit de filmer. On m'a interdit de filmer, on m'a interdit de photographier. Mais ce n'est pas avec l'actuel régime, c'est avec le régime passé. Et le même jour, j'ai vu une compétition excursion photographique avec des jeunes d'une association qui ont été encadrés par des gens qui sont dans le système pour venir faire des photos et des vidéos. Parce qu'ils savaient que je suis au courant de cela, que j'allais dénoncer cette chose-là. Et effectivement, c'était au niveau de Popenguine. Il y a la réserve de Popenguine qui est menacée. Et quand j'ai voulu filmer, on m'a interdit carrément de filmer. J'étais venu avec des drones, avec mon équipe et tout, mais on m'a interdit. Et parce qu'on m'a soufflé qu'il y a un projet qui veut détruire toute cette faune-là. Donc, il y a ça aussi. Aujourd'hui, est-ce que les gens osent dénoncer? Est-ce qu'il y a des observatoires? Est-ce que les activistes climat, environnement sont vraiment soudés ensemble pour pouvoir dénoncer ensemble des choses? Ou bien est-ce que nous sommes là que pour chercher de l'argent pour financer notre projet? C'est ça le problème. Il y a toutes ces choses à dire. Hein. Le climat, c'est pas le climat, l'environnement, c'est pas juste planter des arbres, c'est dénoncer. Dénoncer les pollueurs, dénoncer les destructeurs. Bien sûr. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a de cela quelques mois avec la mairie de Mermoz, où on accusait que les gens ont coupé des arbres, mais il a été dénoncé. Et apparemment, le ministère de l'Environnement a pris des sanctions, a pris des mesures de jus. Mais il faut qu'on continue cela. Parce que aussi, dans les pays normaux, il y a toujours des acteurs qui surveillent, qui dénoncent. Parce que l'État peut être vraiment réglo, mais on ne peut pas faire 100% confiance à un État. Parce que souvent, s'il n'y a pas de contrôle, il y aura des dérives. Et il faut maintenant ces lanceurs d'alerte pour pouvoir dénoncer et dire au président ou bien au premier ministre, attention, il y a quelque chose qui se passe ici. Noté. Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas, avant de rebondir sur la prochaine question, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité concernant l'Ouganda. Je pense que vous avez soulevé ce petit point récemment, mais on n'est pas rentré en profondeur. Donc, par rapport à la question, ça sera peut-être le moment de pouvoir bien rentrer en profondeur. Donc, on a vu un peu ce que Total en fait, construit là-bas. On a les pipelines en fait, qui sont installés là-bas et pour pouvoir exploiter le pétrole, le gaz, etc. etc. Et on a vu l'impact en fait qu'il y a dans la vie des habitants locaux, de populations locales qui sont là. L'impact en fait, que ce soit dans le sens de l'environnement ou bien économique, en fait, on a senti l'impact qu'il peut avoir. Donc, on a même assisté à un déplacement massif des populations. Ces populations ont fui certaines parties où ils étaient parce qu'il y avait des pipelines des fois qui passaient derrière la maison. On sait tous que il peut y avoir pas mal de problèmes s'il y a peut-être des fuites qui peuvent causer beaucoup de dommages sur l'environnement. Et il y a aussi les agriculteurs locaux qui se sont plaints aussi en disant que ça ne favorisait pas leur business en termes d'agriculture, donc ce qui freine un peu l'économie. Donc la question elle va être beaucoup, est-ce que les pipelines sont vraiment sûrs pour l'environnement et les populations locales? Parce que c'est ce qu'on nous fait croire en fait, donc c'est un peu ça la question. Moi, mon avis sur ça, j'ai déjà vu des documents, des documentaires, j'ai lu des choses. Pour moi, d'abord, vous savez, les géants là, que ce soit Total, BP, qui que ce soit,
ils veulent des produits. Ils veulent exploiter. Mais un pays doit être structuré. Un pays doit avoir des textes. Un étranger ne peut pas venir faire ce qu'il veut dans un pays. Moi, avant d'aborder le sujet des pipelines, là, c'est sur ça que je vais dire. Au Sénégal, quand le nouveau gouvernement est arrivé, ils sont allés voir toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui sont en train d'exploiter. Ils ont dit, hey, maintenant c'est nous. Vous allez vous aligner à nos textes et à nos règles. Moi, je suis vraiment choqué de voir qu'en Ouganda, les gens laissent les étrangers faire ce qu'ils veulent. Ce pipeline dont vous parlez, qui doit aller de l'Ouganda en Tanzanie et enterré à je ne sais pas combien de mètres, je ne sais pas 50 ou 30 mètres sous terre, 100 mètres, et c'est chauffé. C'est chauffé à 50 degrés. Non. Ça va détruire tout ce qui est sur son chemin. Mais comment un État peut laisser des privés faire des trucs pareils? Sacrifier sa population. Moi, techniquement, je ne suis pas un ingénieur ou un spécialiste qui peut parler de ce travail, comment ça a été fait. Mais sur l'impact, que font ces autorités aussi? C'est vrai de taper sur les majors. De taper sur les majors qui sont vraiment de gros pollueurs. Mais où est l'État? L'État est plus puissant que ces majors. Les majors qui ont le pétrole et le gaz, c'est l'État qui a les ressources, qui signe les accords. Mais où est l'État dans tout ça? Si l'État abandonne sa population, qui va faire reculer ces majors? Il y a ça aussi. C'est clair. Si tu veux, je donne la parole. Mais moi, personnellement, je suis vraiment député par ce que je vois et dont on ne voit. Je pense que j'ai vu 2 influenceurs qui en parlent, qui sont invités sur des plateaux en France, mais leur voix ne porte pas. Et c'est vraiment dommage. Ils sont là à se battre contre 2 ennemis. Les businessmen, l'État, pour la population qui est obligée de se déplacer, de fuir. Et c'est vraiment catastrophique. Non, mais moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est exactement ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, je dis, attention. Faisons attention à ce qu'on dit. Parce que comment Total ou peu importe qui d'autres d'exploitants, en Ouganda ou ailleurs, arrive et dit, je vais mettre mon pipeline, je fais ce que je veux. Ça n'existe pas. Il y a des autorités dans le pays. Maintenant, quels sont les accords? Comme Tonton Vert a dit, quand le nouveau régime au Sénégal est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous stoppé, ils ont dit, on va contrôler tous les contrats qui ont été signés pour voir exactement qu'est-ce qu'il en est et est-ce que c'est dans l'intérêt du pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y avait des enveloppes, des arrangements, des choses qui ne rentraient pas dans les caisses de l'État, mais dans les caisses de certaines personnalités, d'autorités. Donc c'est là le grand problème. Donc en Ouganda ou autre, on sait que l'Ouganda il est encore moins développé, c'est encore plus facile plus facile. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait le problème il est là. On reparle encore de la corruption. Et j'avais entendu des scandales total, je pense au Gabon avec l'ancien président et tout ça. Mais c'était les mêmes choses, les mêmes dossiers. C'est-à-dire que tu as une famille ou des autorités qui s'enrichissent très bien de dizaines et dizaines de milliards de dollars, que cet argent-là, normalement, on aurait dû rentrer dans les caisses de l'État pour développer le pays. Parce que si aujourd'hui, peu importe l'exploitant arrive dans un pays, exploite une ressource que le pays lui-même n'est pas en capacité d'exploiter, ça génère des ressources économiques pour le pays. Et ces ressources-là permettent justement de développer les infrastructures, les routes, etc., les écoles. On parlait des écoles, les abris provisoires, l'électricité et autres, parce qu'il faut de l'argent pour pas ça. On prend l'exemple du Sénégal, un pays où personne ne paye l'impôt. Et d'ailleurs, le nouveau gouvernement a commencé la sensibilisation par rapport au dire aux gens, attention, vous devez payer l'impôt pour participer, vous devez participer. Taxe foncière, pareil. Donc, on est dans un pays où personne ne paye l'impôt et tout le monde veut du goudron, tout le monde veut du courant. Et comment l'État touche de l'argent? Avec les taxes, la TVA, les droits de douane et aussi tout ce qui est exploité dans le pays. Voilà, donc en fait, c'est des choses, c'est très complexe, très compliqué. Et moi, je pars du principe où l'étranger ne peut pas venir dans un pays, peu importe le pays, peu importe l'étranger, faire ce qu'il veut comme ça, en toute impunité. Il y a forcément des autorisations, il y a forcément des accords qui sont quelque part. Après, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Bébé a fait des bêtises dans les océans. Créer des marées noires. Total, la même chose, ils sont tous pareils. Tant qu'il n'y a pas
de surveillance, tant qu'il n'y a pas de restriction, les majors continueront à faire ce qu'ils veulent. Maintenant, l'autre chose, comment l'impact sur l'environnement, tout le monde le sait. Quand ce n'est pas bien contrôlé, mais en Europe, il y a des gens qui exploitent du pétrole, Il y a toujours des risques. mais il n'y a pas de fuite. En Europe, il y a des gens qui exploitent du pétrole, il y a des gens qui exploitent du gaz. Est-ce que vous saviez que les Pays-Bas sont les plus grands transporteurs de gaz et de pétrole en Europe? Leur richesse, tu sais, les Hollandais sont des businessmen. Ils ont construit des dispositifs qui permettent de faire des conduites où l'Europe a besoin de ces réseaux pour distribuer du gaz, pour acheter un peu partout et distribuer. Ils ont ces choses. Est-ce que vous avez déjà entendu des fuites et des accidents? Pour moi, nous, Africains, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Ces impacts, nous sommes très affectés par les questions de changement climatique. Aujourd'hui, que fait l'UA? Qu'est-ce qu'on attend? Que fait l'UA pour structurer, encadrer l'Afrique? En Europe, les gens sont structurés. Mais qu'est-ce qu'on attend nous pour nous structurer? Pour faire face à ces gens? Ça aussi, c'est un problème. Et naturellement, si l'État ne fait rien, si les organisations de ces pays, les organisations des droits de l'homme et activistes ne font rien, mais évidemment, ça va exploser, ça va polluer, ça va tuer énormément de gens et ça ne va pas se limiter en Ouganda. Ça va se répartir dans toute l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Parce que j'ai vu sur la carte que c'est pas le même ce pipeline, quand j'ai regardé, j'étais en train de me dire, mais c'est près du lac Victoria. Lac Victoria, l'une des plus grandes sources d'eau potable au monde. Ou bien d'Afrique même. Et c'est à côté. Tu vois, ça, c'est la région des Grands Lacs. Il y a énormément de réserves d'eau. Mais comment nous, Africains, on peut regarder ces choses pareilles? Après, moi, j'aimerais juste dire une chose, parce que je réfléchis en même temps que tu parles. Pour moi, le risque, il ne vient pas de l'infrastructure en elle-même. Parce que les majors, comme tu dis, les multinationales, elles savent construire des pipelines, elles savent faire ce qu'elles ont à faire. Le vrai problème, c'est le risque de sabotage. Parce qu'on a vu les Russes, avec le gaz russe, on ne sait pas qui a ramené les sous-marins pour bombarder les gazoducs sous-marins. Ça s'est passé l'année dernière, avec la crise russe-Ukraine. Donc ça existe. Aujourd'hui, on a un pipeline rempli de gaz et de pétrole qui passe à côté du lac. Quelqu'un de mal intentionné va bombarder le truc et faire exprès de polluer le lac. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le risque, il est là. C'est le risque de sabotage le plus grand risque. Ce n'est pas le risque de l'infrastructure en elle-même. Mais en fait, pourquoi j'ai parlé de l'infrastructure? Je parlais du système de chauffage. Parce que ils ont installé près de 10 pompes. Parce que j'ai regardé le document, je suis allé en profondeur. Ils ont installé des documents. Et ça dégage énormément de chaleur. Hein? Ça dégage énormément de chaleur pour faire fonctionner ce truc-là. Mais c'est énorme. Et il faut de la force pour booster, pour faire arriver ces liquides à bon port. Ouais. Et quelque part, j'ai vu les activistes ougandais et autres parler de ce chauffage qui impacte l'environnement tout autour des pipelines. Parce que ça va détruire l'écosystème du sous-sol et des environs, les arbres, le déboisement, les herbes, tout ce qui est micro-organique dans ces zones-là. Effectivement, ça, c'est un gros dégât. Ça a déjà commencé, bien sûr. Ça a déjà commencé, c'est un gros dégât. Et ça réchauffe. On parle de réchauffement climatique, mais ça réchauffe carrément toute la zone. Et ça, ce sont des choses vraiment à dénoncer, à dire, et ça doit stopper. Ça doit stopper, mais qui doit stopper? Est-ce que nous, ici au Sénégal, on peut stopper? On en parle, c'est déjà bien, d'autres personnes vont voir. J'espère que cette émission, il y aura des sous-titrages en anglais, en français, pour que d'autres personnes voient. Mais je ne sais pas, moi, avant qu'on ne me parle de ce sujet, j'avais juste entendu de temps en temps parler d'Ouganda. Mais je ne savais pas exactement ce qui s'est passé en Ouganda. Et vraiment, on peut, si rien n'est fait, ça peut être considéré comme genre génocide ou bien comme quelque chose qui se passe à Gaza, faire bouger carrément une population. La forêt amazonienne, c'est pareil, on peut en parler. Hein. En fait, c'est partout. Il y a beaucoup de choses qui se passent où nous, simples petits citoyens, où on est au Sénégal, on essaie de se concentrer déjà sur ce qui se passe ici et ce qu'on peut faire ici. Mais c'est partout pareil. C'est dans le monde entier qu'il y a un problème. Bien sûr.
Et je pense on a déjà vu des problèmes au Ouganda parce que la population quand même se plaint déjà de la situation. On a déjà observé, il y a déjà cette mort parce que ça joue beaucoup sur la faune aussi. Eux, en fait, les éléphants, par exemple, dans la forêt, eux, vont se retrouver, ils vont se retrouver pollués, ils vont chercher à fuir, et ce qui va créer un mélange avec les populations locales. Déjà, il y a un déplacement en masse des animaux vers la population, ce qui va créer des problèmes. Voilà, on a vu cette mort déjà qui s'est passée. Donc, il y a des éléphants qui ont attaqué des personnes. Tout ça, c'est à cause des dangers, en fait, de cette pipeline-là, en fait. Et moi, je pense, juste pour revenir par rapport à ça, je disais, moi, je pense aussi que, en fait, comme vous avez dit, le problème, c'est pas forcément, en fait, les installations. En fait, le problème, c'est aussi l'encadrement qu'il n'y a pas derrière. Vous l'avez dit, on voit qu'il y a les mêmes choses, il y a les mêmes choses dans d'autres pays, dans les pays occidentaux. On exploite du pétrole, mais il n'y a pas forcément ce genre de choses, parce que l'État veille à ce genre de choses. Donc, je pense que le problème aussi, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas l'État, nous, en fait, notre pays à nous, en fait, de pouvoir aussi mettre des personnes là-bas, dire, donc, chaque fois qu'il y a telle chose, en fait, il doit y avoir des réglementations que les gens là doivent respecter. Parce que quand c'est pas ton pays, c'est très facile de pas faire attention. Tout ce on a vu avec la pêche illicite, par exemple, quand je vois l'exemple de la pêche illicite avec les Asiatiques, on va dire les Chinois, qui eux, en fait, exploitent le poisson. Déjà, eux, ils le font, ensuite, ils transforment directement. On a vu, en fait, le quota qu'on les avait donné, normalement, ils ne le respectent pas. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences vont venir, c'est on n'aura plus de poissons. Il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition parce qu'ils vont le faire en masse, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Il n'y a personne qui veille à ce qu'ils les respectent ou Oui, pas. mais ça, c'est les moyens de contrôle. Et après, même s'il y a un contrôle, c'est l'argent. Parce qu'encore une fois, le petit agent qui est au bout de la forêt, qui doit contrôler, le gars, il a besoin de son montant pour la tabaski, il a besoin de son petit argent, le gars vient lui donner des enveloppes. Bon, il pense à lui d'abord. Bien sûr. Encore une fois, c'est un problème d'éducation à la base. Voilà, on sait comment ça fonctionne ici. Voilà, donc dès qu'il y a un peu d'argent, tout ça, maintenant, il y a des bons agents, il y a des agents rigoureux, patriotiques, mais il y a un grand travail à faire sur ça. Donc, quelles sont les alternatives aujourd'hui qu'on a pour sortir en fait de cette dépendance-là en fait des énergies fossiles? Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi qu'on peut proposer au lieu de... Donc, si je peux me permettre, tonton Vert, Vas-y. pour moi, l'alternative, elle est comme dans tous les domaines. C'est la sobriété. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on parle d'autosuffisance alimentaire au Sénégal. On parle d'importation de produits, de riz, d'huile, de sucre. Il y a des produits où on n'a pas besoin d'en consommer autant. Vous voyez ce que je veux dire? Le pétrole, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Europe, moi je suis originaire de France, j'entends ce qui se passe en France, les gens parlent de baisser la consommation, de mettre des taxes sur les véhicules qui roulent au diesel, etc., pour faire de l'électrique. Bon, après, il y a un autre problème avec l'électrique encore, il y a plein de débats. Mais en fait, c'est la sobriété. C'est la sobriété. Aujourd'hui, en tout cas, pas forcément les pays africains, parce qu'on sait très bien que les pays africains sont ceux qui polluent le moins, en réalité. Ce sont les plus petits consommateurs. Mais tous les gros pays qui consomment beaucoup plus et qui polluent beaucoup plus, c'est eux qui doivent diminuer leur quota. Consommer beaucoup moins. Et d'ailleurs, eux, ils ont commencé des politiques d'éducation et de sensibilisation depuis le bas âge. D'éteindre les lumières quand on n'a pas besoin, d'éteindre la clim quand on n'a pas besoin, etc. etc. C'est des choses qu'on doit faire depuis la petite enfance. On doit consommer moins. C'est ça la seule solution. On ne peut pas arrêter le pétrole, on ne peut pas arrêter le nucléaire, on ne peut pas tout arrêter. On est obligé d'avoir de l'énergie. Mais on doit apprendre à consommer moins et à se limiter au strict minimum. On n'a pas besoin d'avoir 15 paires de chaussures, on n'a pas besoin d'avoir une armoire remplie d'habits. Mais la plupart des gens sont dans une matrice de consommation. Il faut le dernier iPhone, il faut la dernière chose. Tout ça, ça consomme de l'énergie. On doit voyager partout dans le monde. Bon, après, ça, c'est surtout les Occidentaux qui voyagent un peu partout. Mais d'ailleurs, ils sont en train de parler de taxes au voyage pour limiter. Ouais, donc le débat, il est très profond. Il ne se limite pas qu'au pétrole, au gaz, au tout. Peu importe ce qu'on consomme sur Terre. Aujourd'hui, on est combien? 8 milliards d'habitants sur Terre. Il y a 50 ans, il y avait 1 milliard d'habitants sur Terre. On a pris 6-7 milliards d'habitants en plus en 50 ans, après les deuxièmes guerres mondiales. C'est énorme. Et comment on fait maintenant pour subvenir aux besoins de toutes ces populations-là? Et surtout en Afrique. On parle aujourd'hui d'une croissance démographique. On parle d'une population, 75% de la population au Sénégal a moins de 35 ans.
Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. On doit faire quoi? On doit polluer pour créer des usines? On doit créer des usines pour ne pas polluer chez les autres, mais polluer ici pour créer de l'emploi. Oui, par contre, on peut créer de l'emploi vert. On peut mettre tous ces jeunes-là dans la forêt, planter, et surtout sécuriser et entretenir ce qu'on plante. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est un choix stratégique qui est le travail des autorités. C'est eux qui doivent mettre en place leur stratégie, leur choix. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de parler de ça. C'est d'essayer peut-être de donner des idées auxquelles ils n'ont pas pensé, des solutions. Voilà. Mais concrètement, et pour finir, on ne peut pas arrêter de consommer ces produits. Ce n'est pas possible. Mais faisons en sorte d'essayer de diminuer au maximum. Ok. Oui, vous savez, nous avons toujours de jolis t-shirts, casquettes, comme l'a dit Moussa, les jeans. Ça prend l'avion, ça prend le kérosène, les bateaux, ça, le fuel, ça part partout. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, il commence à chauffer à Dakar. Et bientôt, ça va. Je prie pour que ça n'arrive pas. Mais on remarque qu'il y a de temps en temps de petits délestages actuellement. Et là, une montée des eaux aussi. Comme... Montée des eaux. Donc, pour moi, il faut faire des mix énergétiques. Il faut faire des mix, réduire notre consommation en carburant ou bien en matière dérivée, peut-être des hydrocarbures, pour baisser les choses. Mais, comme dit Steven, il faut carrément se réinventer, rééduquer les gens sur la consommation. Et voyez, pour moi, parfois, je suis un peu sceptique, parce que vous voyez, avec l'IA, l'intelligence artificielle, les serveurs qui font fonctionner les IA consomment énormément, sont énergivores, consomment énormément d'énergie et ont besoin de chauffage, de climatisation. Comment ils vont faire? Ils vont le faire avec peut-être du solaire, mais pas toujours. Le soleil ne peut pas, l'éolien ne peut pas toujours assurer cela. Il va falloir vraiment se réinventer, réfléchir sur énormément de choses. Moi, j'entends beaucoup de choses sur YouTube. Les gens disent qu'aujourd'hui, pourquoi les gens veulent coûte aller sur Mars, c'est pas juste pour chercher de l'eau, c'est aussi de l'énergie, des mines ou bien des choses comme ça. Et je vous donne l'anecdote. Récemment, je suis parti en France, Belgique et Pays-Bas. J'ai vu que les gens sont en train de casser les bitumes, de réduire les autoroutes. Là, nous, on est en train d'élargir. Eux, ils sont en train de réduire pour créer des zones de pénétration d'eau de pluie. Parce qu'à un certain moment, ils ont pavé tout partout. Et le soleil se tape sur les pavés, sur le bitume, ça chauffe le pays. Les gens sont intelligents. Ils sont en train de casser, de réduire, de mettre énormément de terre pour permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer, mais aussi pour mettre de la biodiversité, de mettre énormément de fleurs et d'arbres. Pendant ce temps-là, nous, on ne copie jamais bien. C'est ça le problème. Nous, en Afrique, on copie mal. Et c'est ce que je dis toujours, depuis le début de l'exploitation du gaz, ou bien depuis qu'on a parlé de ça, depuis du temps de Macky Sall, il va falloir qu'on exploite intelligemment. On ne peut pas se départir 100% de ça, parce que nous avons besoin de développer des industries. Nous avons besoin de développer l'agriculture. Imagine au Sénégal, on cultive pendant 3 mois. Ceux qui cultivent durant la période où il n'y a pas de pluie ne sont pas nombreux. Et ils éprouvent énormément de difficultés pour avoir de l'eau. Comment faire pour que ces gens, pour que le Sénégal puisse cultiver 12 mois sur 12. 12 mois sur 12? Il nous faut avoir de la technologie, des infrastructures qui nous permettent, et ça, peut-être le pétrole peut le faire et le gaz, mais il va falloir y aller avec vraiment de l'intelligence. Parce que moi, j'avertis toujours sur ces choses. Les Européens, les Américains, ils ont tous fait des erreurs. Et ils sont en train de trouver des solutions pour équilibrer. Les gens disent, il va falloir qu'on fait green, tout bio. Non, ce n'est pas possible. Il va falloir maintenant réfléchir. Parce que l'autre aspect, c'est la longévité de l'humanité. La longévité de l'humanité. Parce que il y a énormément de gens qui sont laissés en rade. La pauvreté. Il y a énormément de gens. Parce que tout cela impacte sur le climat. Les gens bougent, émigrent, migrent, laissent des terres. Mais si on fixait, comme disait tout à l'heure Moussa, tout le monde sur ces terres-là, faire bouger les gens dans ces zones-là, mais il va falloir que ces gens... Imaginez que Dakar, ça coûte très cher de vivre à Dakar. Moi, je rêve d'une chose.
Je rêve d'une chose, que ces énergies puissent vraiment être distribuées, les revenus puissent être vraiment distribués équitablement pour que le petit de Bambey là n'ait plus besoin de venir à Dakar. Le gars de Dindi Folé là puisse avoir l'université là-bas, avoir des ressources, apprendre là-bas, travailler là-bas. On exploite beaucoup d'or, entre parenthèses, dans le Kédougou. Et les gens sont obligés de venir à Dakar. Donc, il va falloir vraiment équilibrer les choses. Je ne sais pas par quel moyen, mais il va falloir équilibrer la gestion de ces ressources et les revenus. Et surtout nous en Afrique. L'Afrique, c'est un continent où tout est à construire. Il faut que nos dirigeants y aillent avec beaucoup d'intelligence. Merci beaucoup, monsieur. Et je pense qu'on a fini, mais pour terminer un peu en beauté, comme on dit, est-ce que la solution par rapport à tous ces problèmes-là serait peut-être pas une transition vers des énergies renouvelables? Je sais que ce serait peut-être pas suffisant, mais est-ce que on ne devrait pas se pencher là-dessus en essayant de peut-être trouver beaucoup plus de... Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les énergies renouvelables, oui, c'est ce qu'on va dire, mix énergétique. Il y a l'énergie qui provient du gaz, des hydrocarbures, une partie, parce que dans certains pays, ils ont le nucléaire, ils ont l'énergie qui vient du pétrole et de choses, ils ont le solaire. Bien sûr. Parce que là, l'État du Sénégal a des parcs solaires qui injectent, il y a de l'hydroélectrique aussi. Tout ça. Éolien, éolien ici. Éolien, parce que sur la route de Taïboya, il y a de... Et tout cela, c'est ce qu'on appelle cette mix énergétique. Il va falloir puiser du solaire, puiser de l'éolienne, puiser de l'hydroélectrique, puiser de l'énergie provenant du gaz ou bien du fioul pour pouvoir vraiment compenser nos besoins en énergie, hein, et faire fonctionner des choses. Donc, 100% écologique, vous ne pourrez pas l'avoir. Ok. C'est impossible. Merci beaucoup. Ok, monsieur, c'est à vous. Voilà, moi j'aimerais rajouter quelque chose par rapport aux énergies vertes, énergies renouvelables. Tout ça, c'est très bien. Le mix énergétique, on en a besoin, il est déjà existant au Sénégal. On a des éoliennes, on a du solaire, on a du pétrole, on a du gaz, on a du charbon, je pense aussi. Tout ça, c'est très bien. Mais l'idéal, ça serait que tous ces produits-là, les panneaux solaires et autres, soient fabriqués localement. Qu'on arrête d'importer, parce que quel est l'intérêt d'aller importer ailleurs? On a besoin ici de développer le pays, on a besoin de développer le continent, l'industrialisation. Avec quelles ressources naturelles locales on peut construire des panneaux solaires, on peut construire des éoliennes? En fait, il est là l'enjeu. L'enjeu, il est là. Parce que là, jusqu'à présent, on continue d'enrichir les multinationales, les fabricants d'ailleurs. Donc, que ce soit l'énergie, que ce soit l'agriculture, peu importe quel domaine industriel stratégique, l'objectif final, c'est que l'Afrique produise son produit fini et arrête d'envoyer ou de vendre sa matière première. Pour moi, l'objectif, il est là. Et juste pour clôturer, mix énergétique, oui, obligatoire, mais surtout la rationalisation. C'est-à-dire essayer de consommer moins. Parce que comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Le villageois qui est dans la brousse, qui n'a jamais eu de courant, on lui met le courant. Il allume sa lumière. Les enfants peuvent faire les cours la nuit, c'est très bien. Après, il y a la télé qui vient. Après, il y a la box Wi-Fi qui vient. Après, il y a le frigo qui vient. Après, il y a le ventilateur. Après, il y a le... Ouais, je veux dire. On commence à coûter. En fait, au début, il ne consommait pas beaucoup. Et puis, il va commencer à consommer de plus en plus. Parce qu'il va s'habituer à ce luxe, entre guillemets. Parce que d'avoir de l'énergie, c'est un luxe. Moi, je vis en brousse. À l'époque, le début du solaire, j'avais 2 heures d'électricité par jour. Ouais, mais on apprend à vivre avec ça. Donc, c'est là où je dis qu'il doit y avoir une éducation à la base, la sensibilisation du plus jeune âge et des adultes pareil, sur comment on consomme et comment on peut consommer moins. Parce qu'il y a certaines choses où on n'en a pas besoin forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je félicite aussi le nouveau gouvernement, par la voix de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Quand il est arrivé à son poste de Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit? On essaye de rationaliser la clim, le truc, le frigo, la cafétéria, etc. Il y a des consommations que le gouvernement aujourd'hui peut rationaliser et faire des économies. Et c'est pareil pour les populations. On peut faire des économies pour éviter de consommer trop et éviter certains problèmes. Voilà. Voilà mon mot de la fin. Donc, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette première édition de Non aux pollueurs. Et merci beaucoup, tonton Vert. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'être là et merci d'avoir pu nous éclairer par rapport à ce sujet-là. Merci de nous avoir apporté vos connaissances. Merci beaucoup. Bien sûr. Et merci, monsieur Moussa. Merci à vous pour l'invitation d'être parmi le premier épisode.
Et surtout la Ligue des Champions, parce que là, aujourd'hui, on est avec Tonton Vert. Voilà, là, on est au Ligue des Champions. Là, je pense que l'épisode qui va venir, là, sera décalé. Hein. Donc, en tout cas, voilà, merci à vous. Et puis, vraiment, je vous encourage à continuer à faire vraiment le maximum d'épisodes. Et j'encourage aussi des gens qui vont visionner cet épisode. Abonnez-vous, partagez massivement les extraits sur les réseaux pour que ça fasse du bruit et que les gens commencent à comprendre. Bien sûr, Effectivement, nous avons besoin de plus de contenu. Et moi, je fais cette initiative-là. bien sûr. Merci beaucoup. Désolé.